L'arrivée dans la ville fut une déconvenue pour les soldats de la Grande Armée. Les malheureux en avaient tant rêvé. Ils avaient pris la ville pour leur terre promise. La faim avait commencé à les torturer dès les premières semaines de la retraite. Les chevaux, nourris de la paille arrachée au chaume des isbas, s'affaiblissaient, ployaient sous les charges et puis tombaient. Sans attendre qu'ils fussent morts, les soldats se jetaient sur eux pour les dépecer. On pillait bien les camarades à l'agonie que l'épuisement avait fait trébucher. On se débarrassait des blessés, juchés sur les selles en faisant trotter les bêtes. Pourquoi n'aurait-on pas écorché vifs les chevaux? Je racontais à Grace ce que j'avais lu la veille dans le récit de Bourgogne. Pressés par les Cosaques, n'ayant même pas le temps de faire cuire la viande, les soldats marchaient en plongeant la tête dans des marmites de sang bouilli. On se battait pour une poignée de pommes de terre. Les barbes, les pelisses étaient maculées de rouge. Le froid gelait les carcasses des bêtes. Il fallait alors racler de l'épée les chairs durcies. Ceux qui n'avaient ni couteau, ni sabre, ni hache, et dont les mains étaient gelées ne pouvaient manger. J'ai vu des soldats à genoux près des charognes, mordre dans cette chair comme des loups affamés, se souvient le capitaine François. Bourgogne lui-même survécut quelques jours en suçant des glaçons de sang. Selon lui, l'état-major entérina officiellement l'idée que seule la viande de cheval pouvait sauver l'armée. On nous faisait toujours marcher autant que possible derrière la cavalerie, afin que nous puissions nous nourrir avec les chevaux qu'ils laissaient en partant. Ainsi, la prédiction de Koutouzov le crapaud sur le champ de bataille de Borodino se réalisait. Je m'arrangerai pour que les Français finissent par bouffer du cheval. Dans la colonne en fuite, les plus vaillants s'improvisaient maraudeurs, mais ils risquaient de tomber dans les mains des partisans et de subir un sort plus cruel que les tenaillements de la faim. Quand le cheval vint à manquer, on se mangea les uns les autres. Les témoignages de cannibalisme, d'autophagie même, encombrent les archives, mais gênent leurs rapporteurs, qui éludent le tabou. Bourgogne refuse un jour d'accompagner un sous-officier portugais au spectacle de l'entre-dévoration de prisonniers russes. Il s'est armé de demi-squelettes, la gueule barbouillée de sang, pillant les camarades tombés au champ d'horreur, soulevant leurs propres haillons pour se ronger les moignons, terrifiés de finir sous la dent de leurs frères. C'étaient les mêmes, écrit le capitaine François, qui 6 mois auparavant faisaient trembler l'Europe. Sans répit, les hommes marchaient sur la piste. Inkovno, Krasny, Orcha passèrent lentement, stèles d'épouvante. Même l'empereur devait descendre de voiture et marcher appuyé sur le bras de Caulaincourt ou d'un aide de camp. La route était jonchée de chevaux et d'hommes crevés, de civils et de militaires à l'agonie, de caissons, de chariots, de canons, de tout ce que l'armée en débandade perdait derrière elle. Ceux qui n'étaient pas morts trébuchaient sur les cadavres de ceux déjà tombés. Et les hommes avançaient, par des plaines à fendre l'âme. Le froid avait calciné l'espoir. Dieu n'existait pas. Le mercure chutait et ils mettaient encore un pas devant l'autre. Fous de souffrance, décharnés, gelés, mangés de vermine, ils allaient devant eux, des champs couverts de morts vers d'autres champs de linceul. Chaque pas arraché constituait le salut en même temps que la perte. Ils marchaient et ils étaient maudits. Comment ces hommes supportèrent-ils cette marche des fous? Comment quelques-uns d'entre eux survécurent-ils au carnaval de la mort mené tambour battant dans la nuit et le gel? De quel métal étaient-ils frappés, ces squelettes qui acclamaient encore celui-là, qui prétendait les tirer de l'enfer par le chemin même qui les y avait menés? Fallait-il que Napoléon
irradia d'une force galvanique pour que ces hommes ne lui tiennent pas rancune de leur infortune, et mieux, perdent toute amertume à son apparition. Pas un soldat n'aurait conçu l'idée d'en vouloir à l'empereur. Quoi? Disait-il. En tenir rigueur à celui qui nous avait conduits en Égypte, en Italie et en Espagne, qui avait soumis le monde et fait trembler les souverains d'Europe, qui avait de l'énergie, de la jeunesse et de l'héroïsme, les vertus d'un règne. Léon Bloy le martèle dans les pages écrites à la dynamite de l'âme de Napoléon. Quand ces pauvres gens mouraient en criant « Vive l'empereur !» ils croyaient vraiment mourir pour la France et ils ne se trompaient pas. Et Bloy, de s'émouvoir du pauvre grenadier, trouvant la force de s'extasier quand l'empereur passe à pied au milieu des fantômes de la vieille garde. Lui, si grand, lui qui nous a fait si fiers. Bourgogne n'était pas en reste dans l'affection au chef, mais au détour d'une page, il livrait une autre clé. Si nous étions malheureux, mourant de faim et de froid, il nous restait encore quelque chose qui nous soutenait, l'honneur et le courage. L'honneur et le courage. Comme il résonnait étrangement ces mots, 200 années plus tard. Étaient-ils encore en vie, ces mots, dans le monde que nous traversions plein phare? Nous fîmes une courte halte sur le bas-côté. Il neigeait. La nuit semblait en larmes, dans le faisceau des phares. Dieu, me disais-je en pissant dans le noir, nous autres pauvres garçons du XXIe siècle, ne sommes-nous pas des nains? Alanguis dans la mangrove du confort, pouvions-nous comprendre ces spectres de 1812? Pouvions-nous vibrer des mêmes élans, accepter les mêmes sacrifices? Les comprendre seulement. Les 30 Glorieuses avaient servi à cela. Nous aménager des paradis familiers, des bonheurs domestiques, des jouissances privées. Nous permettre d'avoir beaucoup à perdre. Aurions-nous été prêts à abandonner nos capous pour forcer le moujik sous les bulbes ou conquérir les pyramides? Et puis, nous étions devenus des individus. Et dans notre monde, l'individu n'acceptait le sacrifice que pour d'autres individus de son choix. Les siens, ses proches, quelques amis peut-être. Les seules guerres envisageables consistaient à défendre nos biens. Nous voulions bien combattre, mais pour le salut de nos paliers d'appartement. Nous n'aurions plus surenchéri d'enthousiasme à l'idée de nous sacrifier pour une idée abstraite supérieure à nous-mêmes, pour un intérêt collectif et pire, pour l'amour d'un chef. Il faut dire que le XXe siècle était passé, et sa hideur nous tenait en effroi. C'était cela qui nous séparait des grognards. Nous savions que Verdun et Stalingrad, Buchenwald et Hiroshima avaient déchu l'homme, et nous étions harassés. Désormais, l'évocation de la conquête sonnait comme une absurdité. De l'immense plateau assuré de forêts, la vue s'étendait sur l'autre rive, loin vers l'Orient. Un vallon sablonneux, strié de strates, coupait le paysage, du nord au sud. Les couches de marne et d'argile feuilletaient le talus alluvial de veines claires. Au fond, la Bérésina. C'était un cours d'eau aimable, indécis, dont les méandres avaient les reflets du mercure. Ils étaient figés par le gel
et serpentait entre des îles couvertes de roseaux. Le soleil déchirait les nuages soufflés de neige. Des rayons éclaboussaient les saules poussés sur les bancs de sable. Les bouleaux étaient violets dans la lumière. Les maisons du village semblaient se tenir chaud. Des corbeaux traversaient le tableau à coups de rames noires. Leurs plaintes tombaient avec la neige. Pour le reste, le monde n'était qu'un beau silence. Nous regardions avidement. C'était le théâtre de l'Apocalypse, et on aurait cru le Loiret. La stèle de pierre portait une inscription. Ici, les soldats de la Grande Armée franchirent la Bérésina. La phrase soldait le cauchemar à petits comptes. L'armée avait franchi la rivière pendant l'après-midi du 26 et la journée du 27. La neige avait repris, masquant les manœuvres des Français. Pour une fois, l'hiver servait la Grande Armée, jetant un écran sur la débandade, aveuglant les troupes russes. Les passerelles de bois, étroites, alourdies de glace, se rompirent sous le poids de la presse humaine et cavalière. Les pontonniers des blés se rejetaient dans l'eau pour consolider les étais. Ceux d'entre eux qui ne mouraient pas hydrocutés risquaient d'être écrasés par les débris de la débâcle contre les chevalets du pont. Leurs sacrifices furent le prix du sauvetage. Napoléon traversa vers la rive droite le matin du 27. Le soir du même jour, 30 000 traînards, soldats épuisés, blessés à pied, civils, femmes, enfants, débouchèrent sur la rive de Studianka. La nuit se flanqua, la neige cessa de tomber et le froid enserra de nouveau la plaine. Les bosquets des grèves s'illuminèrent alors de centaines de feux de bois, près desquels, abrutis de faiblesse, inconscients de l'urgence, les retardataires s'engourdirent, au lieu de gagner leur salut en passant au plus vite sur la rive occidentale. Quand les boulets russes s'abattirent sur la foule de la rive gauche, ce fut l'épouvante. On se rua sur le passage. Les ponts se couvrirent d'une marée humaine. On mourait écrasé, étouffé. On glissait, on tombait, on tentait de reprendre pied sur les passerelles pour finir dans le courant, noyé. La rivière était un collecteur de cadavres d'hommes et de chevaux, de débris de voitures mêlés aux glaçons. Ceux qui étaient parvenus à maintenir l'équilibre couraient sur un tapis de corps. L'accès et le débouché des passerelles étaient obstrués par l'amoncellement des cadavres. Au débouché du pont, la fange des marécages était défendue par un rempart de corps morts, dans lequel s'ouvrait la tranchée du passage. Sur la rive gauche, l'artillerie russe continuait à semer la désolation. Un premier pont se rompit et la Bérésina engloutit les victimes qu'immola la barbarie des Russes, dit Caulaincourt. Même le sergent Bourgogne, qui en avait tant vu et qui était habitué à coucher au milieu de la compagnie des cadavres, même lui, le pauvre grenadier Vélite, revenu de tout, même lui dont la plume se trempait dans le sang-froid, craqua. Je ne pus en voir davantage. C'était au-dessus de mes forces. Le 29, au matin, on gagna encore 1 degré dans l'épouvante, lorsque Napoléon ordonna à Éblé de détruire ces ouvrages. Le maréchal Victor, qui formait l'arrière-garde française, était passé la veille et les dernières pièces d'artillerie avaient été convoyées dans la nuit. En cette aube du 29, il fallait couper aux Russes le passage de la Bérésina. Quand les flammes s'élevèrent, ce fut une ultime ruée. Les hurlements recouvrirent la canonnade. Ceux qui étaient encore sur l'autre rive se jetèrent dans le brasier ou dans l'eau. Ils avaient pour périr le choix entre les deux éléments contraires. Le spectacle de cette vallée nous aimantait. Nous restions sous la neige et aucun de nous n'osait faire un pas. Des paysans haranguaient un cheval sur un chemin tout proche.
Ils passèrent à notre hauteur, assis sur une carriole. La neige embellissait l'orée des forêts et atténuait le tintement des grelots. Le cheval donnait un air antique au paysage. L'attelage disparut dans le grésil. Gras me toucha le bras. Ici, c'est un haut lieu, vois-tu? Qu'est-ce qu'un haut lieu, lui dis-je. Un haut lieu, dit-il, c'est un arpent de géographie fécondé par les larmes de l'histoire. Un morceau de territoire sacralisé par une geste, maudit par une tragédie. Un terrain qui, par-delà les siècles, continue d'irradier l'écho des souffrances tues ou des gloires passées. C'est un paysage, béni par les larmes et le son. Tu te tiens devant, et soudain tu éprouves une présence, un surgissement, la manifestation d'un je ne sais quoi. C'est l'écho de l'histoire. Il y a eu une telle intensité de tragédie en un si court épisode de temps que la géographie ne s'en est pas remise. Les arbres ont repoussé, mais la terre, elle, continue de souffrir. Quand elle boit trop de sang, elle devient un haut lieu. Alors, il faut la regarder en silence, car les fantômes la hantent. La suite du chemin vers la Lituanie était un enchantement. Parfois, nous glissions à travers des futaies de crème. Soudain, la route pénétrait des forêts citadelles en de longs percements et les pins levaient des murailles de bronze à peine blanchies de plaques éparses. Une procession elfique aurait traversé devant nos roues que nous en aurions été à peine étonnés. Gouasque et moi alternions entre le guidon et le panier. Dans le cercueil de zinc du sidecar, on avait tout le loisir de méditer, ou plutôt de rêvasser. D'ailleurs, je me souviens de l'alpiniste Reinhold Messner pendant sa traversée de l'Antarctique. Tirant sa poulka, il avouait s'abîmer des heures durant dans des fantasmes érotiques. Par grand froid, on ne peut empêcher la pensée de cingler vers le souvenir des chairs chaudes. Nous roulions vers Smorgoni et tâchions d'abattre le plus de chemin possible avant la nuit. Devant mes yeux, dansaient des ventres grassouillets, des danseuses moldaves et des cuisses bien roses. Tu penses à quoi, Tesson? Au haut lieu, dis-je. Le dernier jour. De Reims aux Invalides, Paris. Le soleil avait réussi ses percées. Les rayons s'infiltraient. Des gloires coulaient par les trouées de nuages. La campagne, lavée par les pluies de la veille, était en majesté. L'autoroute était vide et nous filions vers la fin du voyage. Le ciel était d'Île-de-France, une respiration de lumière. Nous nous apprêtions à rejoindre le tracé de la fuite impériale aux alentours de Meaux. À la sortie de Reims, dans la station-service de l'autoroute, Vassili râla. « Les machines carburent mal, dit-il. »« Oui, dis-je, mon oral renacle. Les moteurs russes sont conçus pour des essences à 72 octanes, dit Vitali. Votre essence capitaliste est trop raffinée, dit Vassili. Il faisait 7 degrés, essence trop délicate et hiver printanier. Décidément, l'Europe était un paradis.